Une Arlésienne est un personnage dans une histoire dont on parle, qui est décrit, mais qu'on ne rencontre jamais. Un peu comme ton humour sur cette chaîne, quoi. Allô? Ben non, je crois pas qu'on ait déjà parlé de mon humour ici. Mais t'es vraiment trop sérieux, putain. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Arlésienne de Bizet, ou plutôt de l'air le plus connu de l'Arlésienne de Bizet. Oh, vous connaissez. En fait, je vous mens un peu. On va pas parler de l'Arlésienne de Bizet stricto sensu. Mais on va remonter les influences de cet air pour montrer que l'histoire militaire sait se cacher dans les interstices les plus subtils. Cela va nous permettre de parler musique classique, conte de Turenne, régionalisme et musique traditionnelle provençale. Un sacré programme que je vous propose comme une remontée vers les origines, en commençant par l'Arlésienne de Bizet. L'Arlésienne est une musique de scène composée pour la pièce de théâtre L'Arlésienne d'Alphonse Daudet. Par musique de scène, on entend musique qui a été composée pour être jouée entre les scènes d'une pièce de théâtre ou parfois pendant un dialogue. Ce morceau est donc à comprendre comme un moyen de souligner certains aspects dramatiques de la pièce de théâtre. Comme je ne vais pas vous parler de cette histoire, je peux quand même vous dire qu'il y a bien une femme d'Arles à l'origine de l'intrigue. Pour le reste, je vous laisse vous renseigner, vous allez voir, c'est joyeux. Toujours est-il que l'Arlésienne de Bizet a eu droit à son adaptation symphonique en 2 suites de 4 mouvements chacune. Vous laissez pas avoir par ce vocabulaire, c'est juste une manière de découper le morceau qui correspond à différents airs. Et l'air qui nous intéresse apparaît dans les 2 suites, dans les mouvements prélude et farandole. Et dans notre recherche d'une existence préalable de ce morceau, on peut en retrouver la trace dans un chant militaire, Monsieur de Turenne. Bon, il faut savoir que dans l'armée française, il n'y a pas de liste officielle des chants de l'armée de terre. Ces derniers sont retenus par l'usage dans les différents corps. Mais il existe une référence dans un carnet de chants de l'armée française à cette chanson en 1981, ce qui témoigne d'un usage antérieur. Comme on peut le retrouver dans ces enregistrements du 24e GCM ou d'une promotion de Saint-Cyr. Au Poitevin, au champ d'Alsace, il pousse aussi du vin. Bon, alors là on a un morceau et des paroles qui font référence à un certain Monsieur de Turenne. Dont nous devons parler, bien évidemment. Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne, est né en 1611 et mort en 1675 et est un des plus grands, pour ne pas dire le plus grand, chef militaire du début du règne de Louis XIV. Prenant part à la fin de la guerre de 30 ans, c'est durant cette dernière qu'il acquiert une notoriété quasiment égale à celle du prince de Condé. Il sera fait maréchal à 32 ans à peine. Turenne devient par la suite un personnage central des premières campagnes de Louis XIV. Il va se démarquer par une prudence savante, une préparation minutieuse des champs de bataille et des reconnaissances, ainsi qu'une grande capacité à gérer la logistique, tout en supportant ses défauts en vivant sur le pays. Dans l'ensemble, il ressort de ces campagnes un grand soin donné à la préparation et au renseignement. Turenne s'étant formé par les armes sur le champ de bataille, il est très pragmatique, proche de ses hommes et peu théorique dans ses écrits. Ce qui ne l'empêchait pas, grâce à son expérience, d'avoir une palette tactique et stratégique immense, ce qui le rendait particulièrement imprévisible, d'autant plus qu'on peut y rajouter le fait qu'il faisait très attention à la discipline et à la formation de ses troupes. Proche de celle-ci et du combat, il est souvent blessé, et il finit même par mourir en pleine reconnaissance, fauché par un boulet à la bataille de Salzbar. Bon, par contre, son côté froidement rationnel va le mener à prendre des facteurs humains comme des variables d'ajustement, ce qui va le mener à ce qu'on appellera le ravage du Palatinat en 1674. Alors, en pleine guerre de Hollande, Turenne est relégué à un théâtre de second plan, l'Alsace. En effet, ce dernier n'est pas adapté à la nouvelle manière de mener la guerre,
la stratégie de cabinet où Louis XIV et ses conseillers concentrent les informations au château de Versailles pour redistribuer des ordres. En 1674, le gros des troupes françaises est concentré en Hollande et en Franche-Comté. Si ordre est donné à Turenne de rester sur la défensive pour protéger l'Alsace d'une possible attaque du Saint-Empire, le vicomte ne tient pas en place. Il se considère trop faible en moyens pour tenir une attaque et préfère se prémunir en amont en détruisant tout moyen logistique nécessaire à son adversaire pour attaquer la région. Il met donc de manière systématique à sac le Palatinat en donnant des ordres très clairs de destruction dans la région. Techniquement, ce choix est une réussite, mais cela est vécu en Europe comme une barbarie, qui sera rapidement effacée par un second ravage par le en 1689. Du premier ravage, il nous reste tout de même un chant qui y fait référence, les dragons de Noailles. Il est difficile de résumer une carrière aussi longue et dense. Il a commencé à 14 ans en servant d'abord pendant 5 ans les Pays-Bas durant leur guerre d'indépendance, c'est vous dire. Retenez qu'il est un maréchal tellement majeur que Louis XIV le fera enterrer à la basilique Saint-Denis, réservée au roi, et que Napoléon fera transférer son corps, avec quelques mésaventures durant la Révolution, aux Invalides, en face de Vauban. Vous pouvez d'ailleurs encore aller voir ce tombeau. Mais pour reprendre avec la chanson Monsieur de Turenne, quelque chose cloche. Les paroles ne sonnent pas comme des paroles de l'époque du vicomte. En effet, ces dernières ont été écrites par un poète et chansonnier, Léon Durocher, né en 1862 et mort en 1918. N'arrivant pas à trouver une date exacte de la première publication de ce texte, il n'est pas impossible qu'il soit sorti après l'Arlésienne de Bizet. Reste que ce texte est bien intéressant à décortiquer car il est en pleine adéquation avec le roman national, se réappropriant les grandes figures de l'histoire française pour y trouver une évidence de l'unité de la France, chère à la Troisième République. Sauf qu'il apparaît une petite subtilité chez Durocher qui s'avère être un régionaliste. Contrairement au courant principal de l'époque, qui considère que les Français sont Français avant tout et qui cherche à effacer les spécificités régionales, les régionalistes, eux, mettent en avant ces spécificités. Et Léon Durocher y voit même un élément de la grandeur de la France. En d'autres termes, si les régions sont avant tout françaises, leurs caractéristiques propres restent présentes et bénéfiques pour la nation. Ainsi, dans son texte, Durocher fait de Turenne et de la guerre un vecteur à travers lequel s'expriment ces spécificités régionales pour la grandeur de la France. Chaque couplet est construit de la même manière. Des régionaux expriment un besoin régional et Turenne leur donne une solution qui aligne leurs intérêts avec ceux de la guerre en Alsace. Bon, par contre, on est sur du cliché. Les Poitevins veulent du vin, Turenne leur répond qu'il y en a en Alsace. Les Bretons aiment leurs cloches, Turenne leur dit d'aller capturer les canons ennemis pour qu'on puisse fondre des cloches avec le bronze de ces derniers. Et puis les Provençaux qui adorent les cigales, alors là, ça tombe bien, la poudre chante sur le champ de bataille. Dans l'air en feu, vous entendrez autour de vous la musique des balles. Dans l'air en feu, vous entendrez les cigales ont le soleil enivré. Gênant. La chanson se termine par un couplet dans lequel il n'y a plus de régionaux, mais bien des gens du roi qui se battent sous les drapeaux de France. Ainsi, les régions se fondent-elles dans la nation. Avec à la fin une petite référence à la mort de Turenne. Quant au boulet, ne les saluez pas. Si Durocher utilise Turenne à l'époque de Louis XIV, ça ne vient pas de nulle part. En effet, le règne de ce roi marque un tournant majeur dans la centralisation du pays. L'administration y est fortement développée et l'armée atteint des proportions jamais vues avec 450 000 hommes par moment. Et l'organisation administrative du tout a fait se côtoyer des hommes de régions bien différentes, créant ou au moins renforçant une uniformisation de la culture française à travers les régions. Mais maintenant que nous avons décrypté ce texte, il nous reste à trouver l'origine de la musique. Et grâce au lien que représente Turenne, on peut rapidement trouver un air de Lully. Ce dernier est le compositeur attitré de la maison du roi de Louis XIV, et il a composé une marche en l'honneur de Turenne, appelée la marche du régiment de Turenne.
Notez d'ailleurs qu'à l'époque, la levée des régiments était une affaire privée et que Turenne en avait créé un lui-même dès ses 14 ans, dont on peut retrouver les traces aujourd'hui dans le 37e régiment d'infanterie. Bon, on survole plein de sujets, mais je ne voudrais pas trop allonger cette vidéo, donc on reviendra sur cette notion de régiment privé. Après ce tour d'horizon, je dois bien admettre que je suis confronté à un problème. En fait, Bizet ne cherchait pas du tout à faire des références à l'histoire militaire, mais plutôt à la musique provençale. En même temps, Arles, la Provence, ça semble logique. Et il semblerait que Bizet, tout comme Lully, se soit inspiré de la musique folklorique provençale. Mais pour mieux vous en parler, je préfère céder la place à Marc de la chaîne Scherzando, une chaîne sur l'histoire de la musique. Alors, en fait, c'est plus compliqué que ça. On parle de musique populaire, et donc dès que c'est un peu ancien, c'est vite le bordel. Cette mélodie, on la retrouve dans un Noël provençal, sur des paroles évoquant les rois mages qui sont en route vers le petit Jésus. Ce Noël a été publié pour la première fois en 1749, mais a été écrite par un prêtre, Joseph-François Domergue, entre 1724 et 1728, un an avant sa mort, alors qu'il était prêtre dans le Gard. Et c'est notre première piste pour cette mélodie, Joseph-François Domergue en serait l'auteur. C'est une théorie soutenue en 1895 par un certain Émile de Saint-Aubin, que Wikipédia nous décrit comme journaliste d'extrême droite, nationaliste, antisémite et anti-Dreyfusard. Dit comme ça, vous voyez peut-être pas le rapport, mais ajoutez à ça le fait qu'il expose cette théorie lors d'un comité d'art chrétien à Nice, et vous trouverez un homme qui trouve sûrement bien plus admis qu'une musique avec un thème religieux soit écrite par un prêtre qui, même s'il n'était pas musicien, a dû être touché par la grâce divine pour écrire cette si jolie mélodie. Rappelons que Lully, bien que naturalisé français, était italien et connu pour avoir des mœurs légères et en plus de ça bisexuel. Le genre de personnage qu'était Saint-Auban pouvait effectivement ne pas envisager qu'un personnage comme Lully puisse écrire une musique qui soit plus tard accolée à une image religieuse. Et d'ailleurs, si on y regarde de plus près, la théorie de Saint-Auban tombe juste complètement à l'eau. Et c'est l'homme de lettres Stephen Darve qui, en 1905, nous le montre. Tout simplement parce que Domergue a écrit au-dessus de son texte sur l'air de la marche de Turenne. Du coup, il indique bien qu'il est l'auteur du texte, mais qu'il n'est aucunement l'auteur de cette mélodie qui était déjà bien connue à l'époque en fait. Et ce même Stephen Darve ne prend pas le risque d'attribuer cette mélodie non plus à Lully, parce qu'il n'y a pas de réponse exacte à cette question. Et si c'était effectivement le taf de Lully d'écrire pour Louis XIV de la musique pour ses militaires, en tant que surintendant de la musique du roi, il n'y a aucune trace du fait que cette composition soit de lui ou de l'un de ses élèves. Et ça on le sait parce que toutes ces pièces sont classées d'une certaine manière. Si vous voyez une œuvre avec la mention LWV suivie d'un chiffre, vous savez que vous avez affaire à une œuvre de Lully. Pas mal de grands compositeurs ont leur catalogue d'œuvres classés par des musicologues de cette manière. Par exemple, Mozart c'est KV et Bach BWV. La marche de Turenne n'a pas cette mention, donc on ne peut pas savoir si elle est réellement de Lully. Au final, on ne sait pas qui a composé cette mélodie. En revanche, ce qu'on sait, c'est que si beaucoup de compositeurs reprenaient des thèmes populaires pour leur propre composition, ici il semblerait que ce soit plutôt l'inverse. Et c'est le musicologue Joseph Clamont qui nous explique en 1938 comment et pourquoi. Les Noëls, donc des chants à chanter au moment des fêtes de Noël, doivent être chantés par le plus grand nombre, du fait de l'importance des fêtes de Noël dans la religion chrétienne. Or, à l'époque, il n'existe que le bouche à oreille pour diffuser une musique. Donc l'église va se servir de ça et choisira souvent de composer les Noëls sur des mélodies bien connues de tous. Parce que c'est du coup bien plus unificateur et tout le monde peut chanter. Voilà comment vous vous retrouvez avec un chant militaire comme chant de Noël, sûrement ramené par les militaires en permission ou bien qui participaient à des fêtes de village et qui chantait les chants qu'il connaissait. Quant à Bizet, il a sûrement repris cette mélodie, pensant légitimement qu'elle était d'origine provençale, en piochant dans un vieux recueil de chants de Noël provençaux. Tout bêtement. Voilà, j'étais quand même plus à l'aise que ce soit pas moi qui le fasse cette partie. En tout cas, j'espère que, malgré le sulfol de plein de sujets, j'ai pu vous donner le sentiment de ce qui pouvait se cacher derrière une simple phrase musicale. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je ne saurais que trop vous inviter à vous pencher sur la chaîne Scherzando de Marg parce que c'est vraiment intéressant et je peux vous assurer qu'il y en a pour tous les goûts. Et moi, en attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. De bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois qui allaient en voyage. De bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois dessus le grand chemin.